Alors, je suis là pour vous raconter une histoire, mais pas une histoire belge. Je suis là pour vous raconter une histoire plutôt tragique, une histoire alternative du XXe siècle. Et se concentrant sur les deux grandes guerres mondiales de ce siècle, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et la Deuxième Grande Guerre mondiale, celle de 39-45. J'en sais un tout petit peu parce que j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, dans plusieurs langues, et j'ai eu, donc, en fin de compte, écrit quelques livres là-dessus. Une sorte de trilogie, si vous voulez, commençant avec ce livre-ci, Le mythe de la bonne guerre, qui parle du rôle des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Et par après, j'ai écrit un deuxième livre, donc je vais dans le sens chronologique inverse, sur l'entre-guerre, sur l'interbellum, avec Big Business, avec Hitler, qui parle du fascisme et du rôle du fascisme de la relation entre le fascisme et le capitalisme, si vous voulez. Et récemment, donc, j'ai écrit un livre assez grand sur la Première Guerre mondiale, qui s'appelle La Grande Guerre des classes. Donc, je vous propose une sorte d'aperçu de l'histoire du XXe siècle, basé sur mes 3 livres. Bien sûr, je ne pourrais pas vous donner trop de détails, il n'y a pas assez de temps pour cela, alors je vous recommande de lire les livres si vous en trouvez le temps. Mais je vais essayer de vous apporter les points les plus importants. Alors, commençons dans le bon sens chronologique, commençons avec la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Je dois tout de suite vous dire que mon livre là-dessus n'est pas une histoire militaire. Si vous cherchez, si vous voulez des détails sur les grandes batailles, Verdun, la Somme, etc., vous ne le trouvez pas dans mon livre. C'est plutôt une histoire socio-économique, comme d'ailleurs ce livre-ci sur la Deuxième Guerre mondiale, et dans un sens aussi mon livre sur Big Business avec Hitler. Il s'agit des problèmes sociaux et des problèmes et solutions de nature économique qui sont très importantes, qui donc en fait ont décidé en beaucoup de manières donc les origines et le cours de deux guerres mondiales. Dans la Première Guerre mondiale, si on regarde ce phénomène historique très complexe, parce que chaque guerre est un phénomène historique complexe, et les guerres mondiales encore plus que les autres guerres, on peut y voir, dans un sens, ce que j'appelle une guerre verticale, entre unités donc verticales, la France, avec son côté la Grande-Bretagne et la Belgique, contre l'Allemagne et l'Autriche, etc. Alors, c'est des entités verticales qui se font la guerre. Mais il y a aussi, dans la Première Guerre mondiale, une guerre horizontale, où il s'agit non pas de Français contre Allemands, de Britanniques contre Allemands, mais Français contre Français, Allemands contre Allemands, Britanniques contre Britanniques. Alors, je parle donc d'une guerre de classes. Les classes supérieures contre les classes inférieures. Cela aussi, c'est un aspect important, en fait, très important, de la Première Guerre mondiale. Et je suis arrivé à regarder, à essayer d'expliquer la guerre la Première Guerre mondiale en ce terme-là, en ayant vu un film il y a longtemps déjà, j'avais d'ailleurs vu plusieurs fois, Le chemin de la gloire, Paths of Glory, peut-être vous le connaissez, peut-être non, un film de Stanley Kubrick, qui est mort il y a une dizaine d'années, je ne sais pas, un film avec Kirk Douglas d'ailleurs, que j'ai déjà vu dans les années 60, mais je crois que le film était défendu en France en ce moment-là, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est un très très bon film, un film excellent. Et ce qui va frapper, ce qui vous frappera quand vous regardez le film, c'est que c'est un film de guerre, il y a des ennemis dans ce film-là. C'est filmé du côté français et on ne voit jamais un seul Allemand. Jamais un seul. L'hostilité, c'est entre Français. C'est entre ceux d'en haut, c'est-à-dire les classes supérieures représentées par les officiers, les généraux, et ceux d'en bas, c'est-à-dire les classes inférieures, donc les poilus dans les tranchées. Et le film est formidable. Chaque fois que je le regarde, je découvre de nouveaux éléments qui m'intéressent. Par exemple, je dis ceux d'en haut contre ceux d'en bas. Dans le film, les généraux sont là-haut dans leur château, tandis que les poilus sont en bas dans leurs tranchées, les pieds dans la boue.
Vous savez, c'est vraiment formidable comment Stanley Kubrick a mélangé une symbolique formidable dans son film. Alors ce film-là illustre bien ce fait que la Première Guerre mondiale était aussi une guerre horizontale entre classes. Pour comprendre cela, il faut comprendre que en Europe, quand je parle de la guerre, mesdames et messieurs, je ne parle pas donc du point de vue seulement de la France, je parle du point de vue de l'Europe et du monde en général. C'est une guerre mondiale. Et en fait, c'est un des problèmes dans les dernières, en Belgique, en France, qu'on se concentre trop sur ce qui s'est passé dans notre pays, en Belgique ou en France, n'importe où, mais c'était une guerre mondiale. Alors quand moi je parle de l'élite, par exemple, des classes supérieures contre les classes inférieures, je ne parle pas seulement de la France, je parle de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie, etc. Alors, c'est une illusion de croire qu'en 1914, des pays comme la France et de la Grande-Bretagne et la Belgique représentaient la démocratie, tandis que de l'autre côté, c'était la dictature. C'est un peu la version conventionnelle qu'on entend encore de temps en temps, n'est-ce pas? C'était nous les bons contre eux les mauvais, les démocrates contre les dictateurs, pour ainsi dire. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas comme ça du tout. La Première Guerre mondiale n'était pas une guerre pour la démocratie, c'est une guerre contre la démocratie. Et c'est assez clair, parce que c'est vrai que du côté de la France, il y avait quelques pays plus ou moins démocratiques, comme la France même, le pays sans doute le plus démocratique de l'Europe en 14, et la Belgique. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, le suffrage universel n'existait pas encore en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y avait toujours le class system, le système de classe. Il existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et la Russie, c'était le pays le moins démocratique au monde, pour ainsi dire. Alors dire que nous, de l'autre côté, c'était les démocraties, ou la démocratie, c'est une illusion. D'ailleurs, dans certains sens, l'Allemagne, bien qu'une dictature impériale, pour ainsi dire, avait certains traits démocratiques. Il y avait le suffrage universel, par exemple, pour le Parlement fédéral, le Reichstag. Bien sûr, il n'avait qu'une valeur limitée, mais tout de même, c'était quelque chose d'important d'avoir, du moins du point de vue symbolique, qu'il y avait le suffrage universel, et les Allemands étaient très fiers de cela. D'ailleurs, la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, c'est aussi les acquis de législation sociale, par exemple. Alors là, en Grande-Bretagne, il n'y a presque rien. Même l'éducation, c'était toujours très cher et très difficile à obtenir une bonne éducation pour les gens ordinaires. Tandis qu'autre part, si, l'éducation avait déjà été démocratisée. Mais dans d'autres pays, il y avait très peu ou presque pas de services sociaux du tout. En fait, encore une fois, dans ce sens, c'était l'Allemagne qui était en fait le pays le plus avancé. Parce que sous Bismarck, l'Allemagne avait introduit certaines protections pour les ouvriers, contre les maladies, contre le chômage. Alors, ce qu'on appelait par après le welfare state, l'État-providence, n'est-ce pas? Ça, en fait, c'est la première fois qu'on a commencé à parler de l'État-providence, c'était sous Bismarck, aux années 1880. Alors, il y avait un peu de démocratie déjà, mais pas trop. Il y avait toujours, dans la plupart des pays, il y avait une élite sociale qui gouvernait et qui dominait. Et attention, une élite dominante, une élite gouvernante, c'est pas toujours la même chose. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer cette élite, quelle était l'élite, de quoi était-elle composée dans la plupart des pays. Eh bien, ce n'était pas seulement la bourgeoisie. Et Émeric a fait allusion à l'œuvre d'Arnaud Mayer, qui a parlé de la persistance de l'Ancien Régime et du rôle toujours très très important de la noblesse dans la plupart des pays européens. La persistance d'un ancien régime, moins en France bien sûr, nettement moins qu'en Allemagne par exemple, ou en Russie. Mais en Russie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, c'était toujours l'ancien régime comme celui de la France d'avant 1789, n'est-ce pas? C'était toujours en fait le régime féodal qu'on avait là-bas. Et là, la noblesse, c'était pas seulement une classe dominante, c'était la classe gouvernante, ensemble avec la bourgeoisie, la haute bourgeoisie.
Alors l'élite dans la plupart des pays, si je peux généraliser, c'était donc une sorte de ce que Schumpeter, un grand économiste dans le temps, moi je ne trouve pas tellement grand, mais bon, il est reconnu, il est considéré très grand, Schumpeter appelait une symbiose. L'élite, un peu partout, était une symbiose entre, d'une part, la noblesse, l'aristocratie, et d'autre part, la haute bourgeoisie. Pas la petite bourgeoisie, la haute bourgeoisie. En d'autres mots, les intérêts donc, agricoles, des grands propriétaires terriens qui avaient en général des titres aristocratiques, hein, donc les agraires, comme on disait des fois en Allemagne, et d'autre part aussi une bourgeoisie financière et industrielle, représentant l'industrie, les banques, etc. Alors ça, c'était dans un sens l'idée de l'élite dans la plupart des pays européens. L'exemple auquel je pense, c'est l'Allemagne, par exemple. Parce qu'en France, la situation c'est plutôt la bourgeoisie qui dominait l'élite, parce que l'aristocratie, comme vous le savez, il y a eu la Révolution en France, là, la noblesse était toujours là, mais beaucoup moins importante. Tandis que dans d'autres pays, la noblesse était toujours dominée, toujours. Et la bourgeoisie, c'était le junior partner, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Alors en Allemagne, par exemple, le gouvernement étant toujours dans la main de l'aristocratie, des nobles, surtout des nobles prussiens, comme Bismarck, par exemple. Mais la grande bourgeoisie jouait un rôle très important aussi. Et dans un sens, donc, l'élite allemande était une combinaison, une symbiose de ces propriétaires terriens, les Junkers, comme on disait, représentés par Bismarck et par l'empereur même, n'est-ce pas, qui était dans l'ancien régime allemand, et la grande bourgeoisie, la haute bourgeoisie allemande, les grands industriels, les banquiers, des firmes comme par exemple Krupp, qui est très connu bien sûr, et Bayer, et l'industrie pétrochimique, ces gens-là. Alors c'est cette combinaison qui formait l'élite. C'est clair que d'un point de vue démographique, cette élite était une toute petite minorité. Quel pourcentage pourrais-je dire? Disons 5%, disons 6%, 7% maximum. Alors cette élite, un peu partout en Europe, en Allemagne, mais aussi en Russie et aussi en Grande-Bretagne, se faisait de grands soucis. Elle avait en fait peur. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur de la démocratie. La démocratie, c'était quelque chose de assez récent en ce moment-là. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de démocratie? Aujourd'hui, nous croyons tous être démocrates. Et chaque pays veut être une démocratie, la plupart. Au moins, il y a quelques exceptions, bien sûr. Mais la plupart, surtout dans le monde occidental, se veut des démocraties. Mais vous savez, au 19e siècle, le mot democracy en anglais est un sale mot. On n'aimait pas, la reine Victoria n'aimait pas la démocratie. Démocratie, ça veut dire donc le gouvernement aux mains des masses populaires, pas d'une élite. Alors la démocratie, c'est clair, ce n'est pas dans l'intérêt d'une petite élite. C'est l'inverse. On aimait la liberté, oui, mais pas la démocratie. C'est beaucoup plus tard qu'on a commencé à dire, oui, on aime la démocratie. Mais c'est clair que c'était pas dans l'intérêt des aristocrates, des rois, des empereurs, du tsar russe, et aussi de grands industriels, les banquiers, de faire la promotion de la démocratie. Alors pourquoi avait-on commencé à démocratiser petit à petit la plupart des pays en Europe? Quand est-ce que cela avait commencé? Cela avait commencé avec les révolutions françaises. Parce qu'auparavant, personne ne parlait de démocratie. C'était normal qu'il y avait quelques individuels, une élite aristocratique qui dominait la société. Les paysans, les ouvriers, les artisans n'avaient rien à dire. Et c'était considéré l'ordre naturel des choses. Mais après la Révolution française, il y a eu d'autres révolutions. Et petit à petit, on a commencé à offrir un peu de pouvoir, un peu de input, comme on dit en anglais, aux couches inférieures, au lieu de garder tout pour les couches supérieures. Il y a eu donc un processus au cours du 19e siècle de démocratisation. Et par exemple, je cite par exemple l'idée que donc le droit de vote a été donné à plus en plus de gens
en bas de l'hiérarchie sociale. Comme par exemple avec des lois en Angleterre, il y avait très peu de pays où il y avait déjà le suffrage universel. En France seulement après la Révolution de 1848, n'est-ce pas? En Belgique, n'existait pas encore. En Grande-Bretagne, le suffrage universel n'existait pas encore. En fait, on freinait. Il y avait une demande pour élargir le droit de vote. Mais l'élite n'aimait pas du tout. Et vous voyez pourquoi. Quand tout le monde pouvait voter, l'élite serait une minorité dans les parlements. Les gouvernements tomberaient sous le contrôle donc, de ceux d'en bas, au lieu de ceux d'en haut. Des classes inférieures, qui étaient dans un sens des classes dangereuses, des gens de rien au lieu d'être des gens de bien. Alors c'est ça l'idée, c'était un danger. Alors on se faisait de grands soucis. Mais on avait dû faire des concessions. Par exemple, Bismarck avait fait des concessions. C'est lui qui avait introduit le suffrage universel en Allemagne. Et alors maintenant, on exigeait la même chose autre part. Alors où est-ce que ça allait se terminer ? Alors on avait peur. Mais non seulement on avait peur de la démocratie en général, et du fait que ça continuait, et on exigeait de plus en plus de démocratie, mais il y avait pas mal de gens entre ceux d'en bas qui étaient vraiment dangereux, parce qu'ils s'étaient organisés dans les partis socialistes. Ils avaient adopté une idéologie marxiste et ils parlaient de révolution. Ils ne parlaient pas seulement de changement petit à petit, de notre élargissement donc du droit de vote. Non, ils parlaient de renverser tout l'ordre établi, y compris les rois, l'aristocratie et même la bourgeoisie, le système capitaliste, le tout. On a tout changé. Alors, la révolution vers la fin du 19e siècle, et même à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment un spectre qui hantait l'élite européenne un peu partout. On avait vraiment peur de la révolution. Est-ce qu'il y avait un grand danger de révolution en Europe, donc à la veille de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il y avait vraiment un grand danger de révolution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y en avait pas? Aussi? Il n'y en avait pas. Il y avait 1905 en Russie, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, en fait, on ne savait pas. C'est ça le problème. Dans un sens, il n'y avait pas de danger, parce que la plupart des socialistes qui parlaient toujours de révolution n'étaient plus révolutionnaires vers le début du 19e siècle. Vous le savez, ils avaient été contents d'accepter des réformes. Ils avaient commencé à croire dans une évolution vers le socialisme. Au lieu d'y aller par une révolution, c'était le socialisme évolutionnaire, au lieu du socialisme révolutionnaire. Donc Bernstein, je pense à Bernstein, la social-démocratie en Allemagne. Alors, on ne croyait vraiment plus, c'était le réformisme, déjà. Mais d'autre part, les socialistes continuaient à parler de révolution. Et il y avait dans chaque parti socialiste, il y avait toujours quelques révolutionnaires. Je pense à Liebknecht, à Rosa Luxemburg et à Vladimir Ulyanov, connu comme Lénine, bien sûr. Alors, il y avait toujours des révolutionnaires. Et il y avait, dans certains pays européens, des partis socialistes qui restaient vraiment révolutionnaires, comme en Italie, par exemple, et d'autre part. Donc, l'élite bourgeoise et aristocrate avait peur de la révolution, et parce qu'ils ne savaient pas si le danger ou la grandeur du danger. Dans un sens, c'était possible de leur point de vue que la révolution ne viendrait jamais, mais d'autre part, elle pourrait arriver le lendemain. On ne savait pas. La tension était intolérable. Alors peut-être jamais, peut-être les masses populaires, donc ils sont à la porte, elles sont à la porte, peut-être ils entreront notre forteresse demain matin, peut-être jamais, on ne le sait pas. Et le suspense est intolérable, il faut absolument y faire quelque chose. Alors il faut trouver une solution pour éliminer donc le danger, le spectre révolutionnaire. Quelle est la solution? La solution, messieurs, dames, vous le demandez au plus grand philosophe de la fin du siècle, c'était Friedrich Nietzsche. Et Nietzsche disait tout simplement, la solution, la seule antidote contre la révolution, c'est la guerre. Il faut la guerre pour empêcher la révolution. Parce que à la guerre, vous savez, à la guerre comme à la guerre. À la guerre, la démocratie, ça ne marche pas.
À la guerre, il faut que quelqu'un donne des ordres et tous les autres doivent obéir inconditionnellement. Alors à la guerre, ce sera terminé avec les discussions dans les parlements. Quand il y aura la guerre, quelqu'un donnera les ordres et ce sera nous, bien sûr. Et les autres, on les mettra en uniforme, ils obéiront. Ils feront ce qu'on leur dit de faire. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à croire que la guerre était la solution, en fait, pour le danger révolutionnaire. Et dans les années avant 1914, il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'impression qu'il y avait une sorte de course entre guerre et révolution. Et on ne savait pas laquelle des deux allait gagner. Mais on avait peur que ce soit la révolution qui gagne. Parce que si la révolution gagne, si la révolution arrive première, c'est la fin de notre civilisation, du point de vue de l'élite, de notre monde. C'est la fin de notre monde. Tandis que si la guerre gagne, c'est la fin de la révolution. Alors la guerre comme alternative à la révolution. Donc, on comprend que quand la guerre a éclaté en 1914, et messieurs et dames, ce n'était pas une surprise, la guerre n'était pas tombée du ciel, la guerre n'a pas vraiment éclaté, on n'a pas, les grands leaders, les chefs des pays européens ne sont pas entrés dans cette guerre les yeux fermés comme des somnambules. Ils sont entrés dans la guerre les yeux grands ouverts, avec la tête claire, sachant très bien ce qu'ils allaient faire. Et ils attendaient de très bonnes choses de la guerre. Par exemple, la discipline parmi les ouvriers, par exemple. La fin des discussions, la fin des grèves, etc. Alors quand la guerre a éclaté, c'était leur grand soulagement, la grande libération. Et je cite dans mon livre plusieurs grands intellectuels allemands, français, etc., qui exprimaient leur grande joie. Mais je vais tout de même vous citer un auteur français que vous connaissez sans doute, c'est Fernand Braudel, un grand historien, bien sûr, qui était jeune à la veille de la Première Guerre mondiale, et venait d'un milieu rural, bourgeois et nationaliste. Et lui, il semblait traduire le sentiment de l'élite à l'époque, quand il écrivait plus tard, dans un de ses livres, qu'en 1914, l'Occident était mûr pour devenir socialiste. Le socialisme était prêt à saisir le pouvoir. C'était vrai, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens avaient peur, la bourgeoisie avait peur, et l'élite, l'aristocratie avait peur. Et à cause de ça, il y avait un grand soulagement quand la guerre a éclaté, et la guerre a gagné la course, pour ainsi dire, contre la révolution. Et en effet, ce qui s'est passé quand la guerre a éclaté, c'était la fin de la politique. C'était la fin des parlements, par exemple. Les parlements, dans la plupart des pays, ne jouent presque plus aucun rôle. C'était tout d'un coup, donc, l'élite qui a repris en main tout le management du pays en guerre. En fait, un peu partout, les généraux ont commencé à jouer un rôle. Et en Belgique, par exemple, c'est le roi Albert, qui était le commandant en chef de l'armée, qui a déterminé la politique de la Belgique pendant toute la guerre. Et le Parlement belge s'est parti en exil quelque part à Le Havre, n'a rien fait pendant la guerre. De la même façon, les partis socialistes se sont retirés. C'était donc l'union sacrée, n'est-ce pas, en France, Burgfrieden en Allemagne. Alors tout d'un coup, c'est terminé, plus de discussion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'élite qui avait encore la plupart du pouvoir dans chaque pays l'a gardé et a pu agrandir, augmenter encore ce pouvoir en instaurant par exemple la censure, en écoutant donc les messages téléphoniques, etc., en poursuivant les pacifistes dans des pays comme la Grande-Bretagne. Alors, en fait, pendant la guerre, on a petit à petit instauré des sortes de dictatures, sous Clémenceau en France, sous Lloyd George en Angleterre, sous Ludendorff, un militaire en Allemagne. Alors la guerre, c'était vraiment la fin de la démocratie, parce que là aussi, la guerre, l'idée de la guerre n'était pas seulement donc d'éliminer le spectre de la révolution, mais aussi d'arrêter la démocratisation. Et en fait, de détricoter un peu les gains faits par le mouvement démocratique. Et tout ça s'est passé au début de la guerre. Mais vous savez que la guerre a apporté des surprises. La guerre, qui devait éliminer une fois pour toutes
Donc le danger, le spectre révolutionnaire, a fini par produire la révolution. Et la guerre, qui devait en fait arrêter le processus de démocratisation et refouler le processus, en fait a causé ou apporté en fin de compte encore plus de démocratie à la fin dans des pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne et même en France. Et comment ça s'est passé? Eh bien, la guerre, bien sûr, l'idée que la guerre serait formidable, allait nous apporter toutes sortes de bienfaits. Éliminer les révolutions était le premier bienfait, bien sûr. Cette idée était basée sur le fait qu'on allait gagner la guerre. Nous, on allait gagner la guerre. Chacun était convaincu que nous, on allait gagner. D'où venait cette certitude? En France, par exemple, on était convaincu qu'on allait gagner. Pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle on était convaincu? Et on était convaincu la même chose en Allemagne aussi. Bien, tout d'abord parce que nous sommes les meilleurs, ça c'est certain. Mais deuxièmement, nous avons le côté des alliés formidables. Avec la Russie de notre côté, comment peut-on perdre? Nous ne devons battre que la moitié de l'armée allemande, alors on va gagner. Et les Russes pensaient la même chose. Et les Anglais pensaient qu'avec les Français et les Russes qui vont battre donc les Allemands, nous, on ne peut pas faire grand-chose. On sera là pour cueillir les fruits de la guerre. Et les Allemands étaient convaincus aussi qu'ils allaient gagner, parce qu'il y avait une armée formidable et un grand plan, le plan Schlieffen, qui était garantie de leur succès. Alors tout le monde est convaincu qu'on gagnerait et on gagnerait vite. Mais assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça du tout. La guerre, au lieu d'être terminée avant Noël, a duré et duré, était énormément meurtrière. C'était vraiment le massacre jamais vu. Et très, très tôt déjà, les soldats, les citoyens en avaient assez. Et ce qui s'est passé au cours de la guerre, c'est exactement l'inverse de ce qui s'était passé aux années avant la guerre. Un développement qui, en fait, avait rendu les socialistes moins révolutionnaires qu'ils l'étaient vers la fin du XIXe siècle. Et je parlais de ceci. Marx avait prédit qu'il y aurait une révolution parce que dans le capitalisme donc exploite les ouvriers de plus en plus, les rend de plus en plus misérables. Et le résultat, c'est une paupérisation qui forcera le prolétaire avec le dos contre le mur et qui le forcera de faire la révolution afin de se sauver, afin de briser ses chaînes. Alors, il devrait y avoir un processus de paupérisation. Mais comme vous le savez peut-être, vers la fin du XIXe siècle, les conditions de travail se sont améliorées. On a commencé à payer de meilleurs salaires à une élite d'ouvriers, une aristocratie ouvrière. On a introduit, sous Bismarck par exemple, une certaine législation sociale. Alors la vie des ouvriers s'est améliorée vers la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Et comme ça, beaucoup de socialistes se sont dit, Marx s'était trompé. Il n'y a pas de paupérisation. En fait, le sort du travailleur devient meilleur, même au sein du capitalisme. Alors, il ne faut plus faire la révolution. Petit à petit, on marche déjà vers un avenir socialiste. Alors, la révolution, c'est plus nécessaire. On continue à en parler, mais on n'y croit plus. On est content avec des réformes. Petit à petit, donc, on va améliorer le sort de nos ouvriers. Alors, pas de paupérisation, et c'était ça qui a mené des gens comme Bernstein, donc des social-démocrates allemands, à conclure que la révolution n'était pas nécessaire, que le réformisme était la façon de continuer sur la voie vers le socialisme. La guerre a bel et bien créé une paupérisation dans tous les pays. Parce que tout d'abord, il y avait la misère, les massacres. C'était déjà quelque chose d'horrible. Mais après 1 an, 2 années de guerre, les prix ont monté. Il y avait plus de pommes de terre, par exemple, même en Allemagne, imaginez-vous. Petit à petit, il y a eu vraiment une paupérisation. Les gens commençaient à avoir faim, à devoir payer des prix très élevés pour même des choses très simples comme des pommes de terre. En Allemagne, un des grands acquis du mouvement ouvrier était le fait
que vers la fin du 19e siècle, les ouvriers allemands ont pu commencer à manger de la viande presque chaque jour. Viande de porc, bien sûr, n'est-ce pas? En quelle forme? Ah, saucisse, bien sûr. Ah, saucisse avec la choucroute. Alors, la viande de porc sur la table, c'est un symbole, donc, du fait du bien-être de l'ouvrier allemand. Catastrophe quand, en 1916, 1917, il n'y a plus de porc, il n'y a plus de saucisses pour les Allemands, ni pour les soldats, ni pour les civils. En fait, pire, il n'y a plus de pommes de terre. Imaginez-vous, un Allemand qui ne sait plus manger du porc, ni des pommes de terre. Il devait manger des betteraves. Alors, c'est comme ça qu'on a eu vraiment une paupérisation. Alors, c'est ce développement-là qui, petit à petit, a produit un mécontentement et qui, en fait, finit par produire une situation révolutionnaire. Plus tôt dans certains pays, plus tard dans d'autres pays. Et bien sûr, le pays où la révolution a bel et bien éclaté, c'était la Russie, en 1917. Mais la Russie n'était pas le seul pays où il y a eu la révolution à la fin de la guerre. Il y a eu une révolution en Allemagne aussi. Mais bien sûr, l'armée et les socialistes réformistes ont pu le réprimer. Mais est-ce que vous savez, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais qu'il y a eu une situation révolutionnaire en Grande-Bretagne à la fin de la Première Guerre mondiale? Il y a eu des grèves, des manifestations dans les grandes villes ouvrières comme Belfast, Liverpool, comme Glasgow, où le gouvernement britannique a même pensé à bombarder certains quartiers d'ouvriers, parce c'était vraiment le début de la révolution. Comment est-ce que l'élite a fait pour éviter que la révolution éclate et succède, par exemple, en Grande-Bretagne et en Belgique, où on avait peur aussi de la révolution à la fin de la guerre? Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait par faire des concessions. Et je vous donne l'exemple de la Belgique. Vers la fin de la guerre, au début fin octobre, début novembre 1918, les Allemands étaient perdus, quoi. Ils étaient en train de se retirer de la France et de la Belgique. Mais ils étaient toujours à Bruxelles. Et les soldats allemands, dans l'armée allemande, il y avait une révolution, un mouvement révolutionnaire, qui, bien sûr, surtout à Berlin. Mais à Bruxelles, par exemple, des soldats allemands révolutionnaires ont commencé à fraterniser avec des membres des Bruxellois. Et on parlait aussi de révolution à Bruxelles. Et le roi Albert, qui était le commandant en chef, donc était derrière, toujours au front, était du côté de Bruges. Il a entendu parler de tout ça. Il avait peur que ce serait trop tard. Quand il arriverait à Bruxelles, il y aurait peut-être déjà un nouveau gouvernement sur lequel il n'aurait pas le contrôle. Mais il a vite compris que c'était une sorte de révolution sociale. Alors, très vite, avec le conseiller politique, il a décidé d'introduire le suffrage universel et la journée de 8 heures, comme ça, qu'ils avaient toujours refusé avant la guerre. Je ne voulais pas rien, pas du tout. C'était une mesure démocratisante, beaucoup trop radicale. Mais maintenant, tout d'un coup, afin d'éviter la révolution, ils ont introduit des réformes. Donc, la Première Guerre mondiale, du point de vue de l'élite, devait chasser une fois pour toutes le spectre de la révolution, mais elle a produit la révolution. Et la guerre devait arrêter le processus de démocratisation et même détricoter les acquis démocratiques devant la guerre, et au lieu de ça, à forcer l'élite à faire plus de concessions. Ça, c'est en fait l'ironie de l'histoire, si vous voulez. Et en France aussi, je crois que c'est la journée de 8 heures a été introduite, je pense, à la fin de la guerre, et la semaine anglaise, n'est-ce pas, où l'on devait... Pardon 19, voilà, à la fin de la guerre, oui. Dans la plupart des pays, même dans des pays qui étaient neutres, comme les Pays-Bas et la Suisse, on a eu presque des révolutions, et les gouvernements ont dû faire des concessions. Surtout après l'exemple de la Russie, bien sûr. On avait peur que le bolchevisme vienne chez nous, faire la même chose, faire la même révolution. Alors, de ce point de vue, la Première Guerre mondiale, donc, n'avait pas été un succès. Parce qu'on avait maintenant une révolution à sa main, et on n'avait plus de démocratie qu'auparavant.
Quoi faire? Est-ce que l'élite était préparée à se dire, voilà, c'est tant pis, on a perdu, on ne va rien faire? Non, pas du tout. Il fallait absolument regagner le terrain perdu. Et pour faire cela, on a dû introduire, dû chercher des moyens de le faire. Et je peux vous dire maintenant déjà que une solution, c'était le fascisme. Le fascisme a été la façon par laquelle l'élite européenne, après la Première Guerre mondiale, a essayé de regagner le terrain perdu à cause de la Première Guerre mondiale, d'en terminer avec la révolution en Russie et partout au monde, et d'arrêter la démocratisation. Et vous le savez que partout, le fascisme était anticommuniste, anti-bolchevique, anti-soviétique et antidémocratique, n'est-ce pas? Mais avant que je vous parle de cela, je veux dire qu'après la Première Guerre mondiale, l'élite européenne est différente de l'élite européenne en 1914. Et laissez-moi vous offrir une image. En 1914, quand on pense aux grandes figures associées avec le début de la guerre, on pense à des hommes en uniforme, des rois, des empereurs, le roi Guillaume d'Allemagne, le tsar de Russie, le brave roi de Belge Albert. Alors, ce sont eux là qui arrivent, à leur cheval bien sûr. Mais quand on pense à la fin de la guerre, ils ne sont plus là. C'est des bourgeois, des types bourgeois, en noir, Clémenceau, Lloyd George, Wilson, arrivant en voiture, n'est-ce pas, devant un hôtel, pas sortant d'un palais. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale commence au XIXe siècle et termine au XXe siècle. Elle commence avec des ulanes et des cuirassiers à cheval. Hein? Ils attaquent encore, la cavalerie attaque encore, n'est-ce pas? Mais à la fin de la guerre, c'est quoi? C'est des camions de Renault, des chars de Renault, des avions, alors des lance-flammes, des mitrailleuses. C'est déjà un peu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout ça nous montre que beaucoup de choses ont changé à cause de la Première Guerre mondiale. Et ce qui a changé aussi, c'est la nature, si vous voulez, la physionomie de l'élite européenne. Je vous ai dit qu'avant la Première Guerre mondiale, l'élite était une symbiose entre l'aristocratie, les intérêts agricoles, les agraires, les grands propriétaires terriens, alors les aristocrates, et la haute bourgeoisie allemande, par exemple, les Krupp, etc., les Schneider en France, etc., comme junior partner. Mais après la Première Guerre mondiale, c'est l'inverse. La Première Guerre mondiale a été très dure pour les anciens régimes européens. Tout d'abord, les grands empires terminés. La Russie, partie. L'Empire ottoman, fini. L'Empire allemand, fini. L'Empire des Habsbourg, terminé, n'est-ce pas? Et les empereurs, ils ne sont plus là. Et pendant la guerre même, les aristocrates, la plupart des généraux, les Haig, les Hindenburg, les Ludendorff, etc., est-ce que les gens les ont admirés après la guerre? Pas du tout, parce qu'ils étaient responsables pour des massacres de des centaines de milliers de personnes. Et la plupart d'entre eux n'étaient pas préparés pour une guerre moderne. En fait, afin de gagner la Première Guerre mondiale, il fallait les industriels et les banquiers pour financer et pour produire. Pour produire ces machines de guerre dont je parle, les camions de Renault par exemple, les petits chars de Renault, les avions. Et il fallait aussi importer, par exemple, le pétrole et le caoutchouc. Alors, c'est une guerre industrielle qui a nécessairement favorisé l'élément industriel au sein de l'élite. Et c'est à cause de cela qu'à la fin de la guerre, c'est des grands bourgeois qui sont les grands chefs des pays, tandis que les aristocrates ne sont plus là. Et cela voulait dire aussi qu'il y a des pays, qu'il y avait un pays où déjà avant la guerre, la bourgeoisie dominait l'élite. En fait, dans l'élite de ce pays-là, il n'y avait plus d'aristocratie. Il n'y avait que la bourgeoisie. Il n'y avait que des industriels. Il n'y avait que des industriels et des banquiers. C'était quel pays? Les États-Unis.
Les États-Unis, avant la guerre, n'étaient nulle part. Et les États-Unis, à 18, Wilson, c'est la superstar de Versailles, n'est-ce pas? Alors tout d'un coup, les Américains sont là, n'est-ce pas? Alors là, ça fait toute une différence. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la stratégie, ou la stratégie de l'élite des années 20, années 30, et la Deuxième Guerre mondiale, sera décidée surtout par la bourgeoisie, par les industriels et les banquiers, et beaucoup moins par leurs petits partenaires, désormais junior partners de l'aristocratie. Bien qu'ils jouent toujours un rôle, ils sont toujours là. En Allemagne, par exemple, même en Deuxième Guerre mondiale, la plupart des généraux seront toujours des aristocrates du type Juncker, n'est-ce pas? Les von Rundstedt, les von ceci, les von cela. Bon. Alors, quels sont les problèmes après la guerre? Tout d'abord, donc, la révolution, on n'a pas pu se débarrasser du spectre de la révolution. La révolution est toujours là, après la guerre. Mais pire, la révolution après 1918 n'est plus un spectre, une idée abstraite, mais a été incarnée par un pays. La révolution, c'est désormais l'Union soviétique, qui représente la révolution et qui encourage les révolutionnaires partout au monde. Non seulement en Europe même, mais partout au monde, dans les colonies, imaginez-vous. Alors là, ça aussi, il faut l'éliminer, cette révolution, cette nouvelle idée de la révolution, cet État qui incarne, qui représente la révolution. Alors, comment faire ça? Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut aussi se débarrasser de ces nouvelles réformes démocratiques, ça, surtout avec le journée de 8 heures et des choses comme ça. C'était de trop du point de vue des industriels et des banquiers. Mais non seulement ça, il y a une autre dimension de la Première Guerre mondiale dont je dois vous parler en toute vitesse, mais vous la connaissez sans doute, c'est la dimension économique. C'est qu'avant 1914, l'élite européenne attendait beaucoup de bonnes choses de la guerre, non seulement du point de vue social, l'élimination de la révolution et arrêter la démocratisation, mais c'était aussi le temps des impérialismes, d'une grande concurrence entre des systèmes impérialistes, le système allemand, le système français, britannique, etc. Et en ce moment-là, c'était différent. Aujourd'hui, c'est différent. La plupart des pays avaient quelques grandes entreprises qui dépendaient ou qui s'attendaient à ce que leur État les soutienne dans leurs activités et fasse tout le nécessaire afin qu'ils puissent profiter et concurrer, faire la concurrence aux autres dans un monde où il y avait une concurrence impitoyable et où l'État devait arranger procurer chaque avantage possible pour que l'industrie nationale, si vous voulez l'impérialisme national, puisse continuer, puisse faire la concurrence aux autres et gagner cette concurrence. Eh bien, ça voulait dire qu'on avait besoin de territoires où on pouvait aller chercher donc les raw materials, comment on dit en français? Pardon, les matières premières, oui, où on pouvait garder les marchés ou avoir des marchés exclusifs pour nos produits, où on pouvait trouver donc de la main-d'œuvre bon marché, où on pouvait investir, etc. Et tout ça, ça voulait dire une grande concurrence pour les territoires, soit outre-mer, des colonies, soit en Europe même. Il ne faut pas oublier l'Europe même, surtout l'Allemagne par exemple, pensait à des territoires dans l'Est de l'Europe, afin de complémenter donc le berceau industriel de l'Allemagne même. Et l'Allemagne pensait avoir besoin des territoires à l'Est, par exemple, pour nourrir sa population. Surtout, par exemple, l'Ukraine. Ça vous dit quelque chose, l'Ukraine? Les Allemands sont toujours intéressés dans l'Ukraine aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais surtout des colonies, bien sûr, où il y avait des matières premières de grande importance, comme le cuivre, par exemple, du Congo belge, ou le caoutchouc, par exemple, du Vietnam, dont profite Michelin, ou le caoutchouc de la Malaisie, dont profite Dunlop. Alors, parce que si vous n'avez pas vos sources de caoutchouc, vous ne pourrez pas faire la concurrence aux autres.
Alors c'est très important. Alors de cette guerre, de la Première Guerre mondiale, que tout le monde pensait gagner, on s'attendait à de grands avantages, de nouveaux territoires dans ce sens. Ce n'est pas vrai du tout. Comme on dit, comme on entend dire des fois, que ces considérations impérialistes ne jouaient aucun rôle dans le début de la Première Guerre mondiale parce que tout avait déjà été distribué. Il y a des gens qui vont vous dire que l'Afrique avait déjà été partagée, donc il n'y avait plus rien à partager. C'était trop tard, par exemple. Alors, ce facteur-là ne jouait pas un rôle. Là, Annick Lacroix-Ries y a répondu clairement dans un de ses livres. C'était déjà partagé, mais on pouvait repartager, n'est-ce pas? Et c'est ça l'idée, surtout l'Allemagne qui est arrivée assez tard pour réclamer des colonies en Afrique, par exemple, qui n'avait pas de grandes colonies même comme la Belgique, était très, très malheureuse et voulait absolument une place au soleil, comme disait Guillaume, l'empereur Guillaume. Alors l'Allemagne voulait certainement un repartage des colonies. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que tout avait déjà été partagé. Je vais vous dire, un territoire très important, où il y avait encore des matières premières très importantes. Vous savez de quel pays je parle? Pas l'Éthiopie, le Maroc, c'est terminé, la France l'avait. Oui, seulement, oui, bien sûr. Non, mais je parle d'un pays très important. La Chine était encore là. La Chine était trop grande pour qu'un seul pays puisse le mettre dans sa poche. Mais on pouvait pénétrer la Chine économiquement. Y construire des chemins de fer, par exemple. Y créer des mini-colonies, des concessions, comme on disait, n'est-ce pas? Vous savez peut-être que le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne un mois après le début de la guerre. Et vous savez pourquoi? Le Japon n'avait rien contre l'Allemagne. Mais ils avaient leur œil sur la concession allemande en Chine. Et tout de suite, ils ont attaqué la concession japonaise, ils l'ont mis dans leur poche. Et pour le Japon, la Chine, c'était la terre promise. C'est là qu'ils voulaient avoir un contrôle, sinon politique, du moins économique. C'était très important pour eux. Et là, bien sûr, ils avaient des concurrents parce que tout le monde voulait un morceau de la Chine. Vous savez peut-être que les États-Unis sont entrés en guerre, n'est-ce pas? Vous le savez? Ouais. Pourquoi? Ne parlez pas des sous-marins. Ça n'a rien à faire avec ça. Les paroles du Lusitania, non, pas du tout. Les États-Unis sont entrés en guerre en 1917. Et la Lusitania a été coulée en 1915. Donc 2 ans plus tôt. Ça n'a rien à faire avec ça. Mais c'est une question économique. Tout d'abord, pendant la guerre, les Britanniques, surtout les Français, ont dû emprunter beaucoup de fric, beaucoup d'argent auprès des banques américaines. Et leur crédit était bon, hein, aucun problème. Mais en 1917, leur endettement était déjà gigantesque. Et après le chemin des dames et des histoires comme ça, les Américains commençaient à avoir peur que les Allemands vont gagner et on ne verra jamais notre argent. Alors il faut aller à l'aide des Britanniques. Et Wilson, qui avait encore promis en 1916 qu'il n'irait jamais à la guerre, est parti en guerre. Mais il y avait une autre considération. Être neutre, ça porte des risques. Parce que vous savez, quand on est neutre, après la guerre, quand on distribuera les prix, quand on partagera les gâteaux, les neutres n'auront rien. En fait, Aristide Briand a fait savoir en début 1917 qu'après la guerre, lors de la conférence de paix, les neutres ne seront pas invités du tout et n'auront pas seulement rien, mais les petits devront payer les prix. Par exemple, en Belgique, on espérait, après la guerre, mettre la poche sur le territoire des Pays-Bas. Parce que nous, on avait combattu, et les Pays-Bas, non. Alors, les neutres, être neutre, c'est pas être... Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Comme disait le président Bush, n'est-ce pas, au temps de la guerre du Golfe. Bon, alors, les Américains avaient peur que s'ils n'étaient pas dans la guerre, ils ne seraient pas parmi les vainqueurs, ils ne seraient pas là pour avoir leur morceau de la Chine, par exemple. Et le Japon aussi. Alors, le peuple ne se permet pas. Il faut absolument déclarer la guerre. Alors, entre le fait qu'ils avaient peur de perdre leur argent,
et de ne pas pouvoir profiter quand les prix seraient distribués, les États-Unis ont déclaré la guerre. Mais bon, je parle d'un pays donc où il y avait encore des choses à trouver, des matières premières importantes. L'Empire ottoman. Ah, l'Empire ottoman. Tout le monde savait que ce serait la fin de cet Empire ottoman, à la fin de la guerre. Et l'Empire ottoman, il y a toutes sortes de bonnes choses là. Hein? Ben, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il y avait comme d'intéressant dans l'Empire ottoman? Pardon? Ben, le pétrole, surtout le pétrole. Mais on savait pas avant 1900 qu'il y avait du pétrole là. Et on a su en 1900 quand à un moment où quelque chose a changé sur l'océan. Vous savez que la Grande-Bretagne, la puissance de la Grande-Bretagne, était basée sur sa flotte, n'est-ce pas? Son commerce aussi. Et la flotte britannique était la plus grande au monde, la plus grande que les deux suivants ensemble. Et quel était le carburant pour leur bateau en 1900? Le charbon. Est-ce que c'est un problème? Non, parce qu'il y a beaucoup de charbon en Grande-Bretagne. Bon, pas de problème. Mais maintenant, on commence à changer. Et au lieu d'utiliser le charbon comme carburant, on commence à utiliser le pétrole. Ah, c'est beaucoup plus pratique. Parce que, par exemple, avec charbon, il faut aller chercher le charbon de temps en temps. Par exemple, aux îles Falklands, les Malvinas, c'est n'importe où, parce qu'on ne peut pas faire le voyage du monde en une fois. Tandis qu'avec le pétrole, oui. Alors, il faut changer. Il faut maintenant... Ah, problème, parce qu'il y a du charbon en Grande-Bretagne, mais pas de pétrole. Ah, et où est-ce qu'ils achètent leur pétrole, les Britanniques, avant la guerre? La réponse au seul pays qui en vend. Le plus grand producteur, c'est quel pays? C'est les États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand producteur au monde de pétrole et vendent aussi en France d'ailleurs, n'est-ce pas? Qui est-ce qui gagne beaucoup d'argent? Rockefeller, Standard Oil, Exxon, Esso. Alors ils gagnent beaucoup de fric. Alors les Anglais achètent leur pétrole auprès des Américains. Ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont contents? Pas du tout. Pourquoi pas? L'idée que la Grande-Bretagne et les Américains sont de grands amis, ce n'est pas vrai du tout dans le temps. C'est des ennemis. Moi, je sais, j'habite le Canada. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord britannique, tandis que les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord anti-britannique. Parce qu'eux, s'étaient libérés du joug britannique, et les Canadiens, non. Alors, est-ce que vous savez qu'il y avait encore la guerre au début du 19e siècle? Vous étiez trop occupés ici avec Napoléon et ces guerres-là pour savoir qu'il y a eu une guerre entre 1812 et 1815 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, là où j'habite, du côté de la chute Niagara, par exemple. Voilà. Et la paix a été conclue à Gand en 1814. Mais encore tard, au 19e siècle, il y avait une grande rivalité, concurrence et hostilité entre les Britanniques et les Anglais, et les Américains. Par exemple, concernant les marchés de l'Amérique du Sud. Tout le monde sait que maintenant, l'Amérique du Sud est dans la poche des Américains. Mais pas avant la Première Guerre mondiale, seulement après la Première Guerre mondiale. Avant, ils se faisaient de la concurrence. En fait, les Britanniques avaient plus d'influence, plus de contrôle sur les marchés de l'Amérique du Sud que les Américains. C'est à cause de ça que les femmes indiennes au Pérou portent des chapeaux melons comme ça, comme en Grande-Bretagne, parce que c'est les Britanniques qui leur vendaient leurs chapeaux. Alors, l'idée d'être dépendant d'un concurrent et potentiel ennemi était impossible. Alors, il faut trouver des sources indépendantes de pétrole. La réponse, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, aucun problème. Il y a donc du pétrole en Mésopotamie. Vous dites, plus tard, on va l'appeler ça l'Irak. Aucun problème, on va s'en emparer. Aucun problème parce que tout le monde qui a besoin d'un morceau du territoire ottoman le prend. La France avait pris, par exemple, la Tunisie à un moment donné. L'Italie prendra la Libye. Les Anglais avaient déjà pris l'Égypte. Et le Chypre, par exemple. Alors, la Mésopotamie, on prend ça. Attention, monsieur le Britannique. Parce que les Ottomans viennent de conclure un arrangement, un traité d'amitié avec les Allemands. Les Ottomans et les Allemands ensemble. Et ils vont construire un chemin de fer. De Berlin à Constantinople à Bagdad. Ah, pourquoi faire? Pour le tourisme? Non. Probablement, ils iront chercher le pétrole. Et ça, alors le pétrole coulera de là-bas, de Mésopotamie,
vers Berlin et Kiel et Hambourg, c'est de la catastrophe. Parce que les Allemands, c'est déjà les grands concurrents, n'est-ce pas, de notre flotte. On ne peut pas permettre ça. Il faut absolument empêcher ça. Nous avons besoin de la Mésopotamie, même si ça veut dire la guerre contre l'Allemagne. Les Allemands, c'est toujours nos amis. La reine Queen Victoria, la reine là, c'est une famille allemande, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. C'était des amis, ce sera des ennemis. Mais nous avons besoin d'amis pour faire la guerre contre notre nouvel ennemi. Alors notre ancien ennemi, la France. La France et la Grande-Bretagne étaient toujours les ennemis, mais tout d'un coup ils deviennent les amis. Pourquoi? Parce que les Britanniques se rendent compte que pour faire la guerre contre la Grande-Bretagne, il faudra une grande armée, et nous on n'en a pas. Eh bien les Français en ont une. Et les Français avec leur ami russe, aussi d'anciens ennemis, avec lesquels on peut s'arranger. Et c'est comme ça que tout d'un coup, il y a une révolution diplomatique, pour ainsi dire, au début du XXe siècle, où tout d'un coup, la Grande-Bretagne devient l'allié de la France et de la Russie contre l'Allemagne. Et on s'arrange, les Britanniques font une grande promesse à la France qu'en cas de guerre, on sera là. Et vous pouvez garder votre flotte à la Méditerranée, nous on protégera vos côtes de la mer du Nord et de la Manche. Et on vous enverra notre petite armée pour vous aider. Mais attention, moi je suis le gouvernement maintenant, le Premier ministre britannique. Qui est-ce qui va le dire au Parlement? Qui est-ce qui va expliquer ça au Parlement? Pas moi. Et à la presse, parce que la presse britannique est très anti-française et pro-allemande et pacifiste. Alors, on va rien dire. On va rien dire. La démocratie, vous savez, on ne dit rien. Alors on ne dit rien. On ne dit rien. Et en 1914, la guerre éclate, n'est-ce pas? Alors, la guerre éclate et les Français téléphonent Londres. Allô, bonjour Londres, c'est la guerre, envoyez votre armée s'il vous plaît. Problème, maintenant il faudra le dire, hein. Il faudra le dire au Parlement, il faudra le dire à la presse. Aïe, 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 grand problème, moi je n'ose pas le dire, un grand problème. Alors dites aux Français qu'on arrivera, hein, mais qui patiente encore un peu. On est là, quoi faire? Tout d'un coup, téléphone, c'est Bruxelles, Ils disent que les Allemands veulent passer par leur territoire pour attaquer la France. Et eux disent que ce n'est pas permis parce que c'est un pays neutre. Ça y est. Si les Allemands font ça, on a une excuse pour faire la guerre. L'idée que l'Angleterre est entrée en guerre pour protéger la neutralité de la Belgique est une illusion. C'est seulement parce qu'ils voulaient faire la guerre contre l'Allemagne. Ils avaient besoin d'une excuse. Parce que vous savez, violer la neutralité d'un pays non belligérant, c'est quelque chose que les Anglais ont fait 3 fois pendant la guerre. Eux-mêmes, quand ils sont allés aider les Japonais pour s'emparer de cette mini-colonie allemande en Chine, ils sont passés par le territoire chinois, ils n'ont rien demandé aux Chinois. Quand ils sont fait faire la guerre, les Français et les Anglais, sur le front de l'Orient, Thessaloniki, n'est-ce pas? Ils ont débarqué des troupes en Grèce. Et ce qu'ils ont demandé à Athènes, ils n'ont rien demandé, ils sont arrivés. Quand la guerre a commencé, les Britanniques ont envoyé leur petite armée en France, pensant que entre les Français et les Russes, ils vaincront les Allemands et nous on sera là, mais c'est pas important. La plupart de l'armée britannique était où? Ils étaient en train de débarquer en Mésopotamie, parce que c'était pour eux, c'est là le but de la guerre. C'est la Mésopotamie et le pétrole. Et à la fin de la guerre, messieurs, dames, où étaient la plupart de l'armée allemande, anglaise? À Damas, hein, et à Bagdad. Et ils sont toujours là, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Alors, même aujourd'hui, je vous parle de la Première Guerre mondiale, mais ce pétrole-là est toujours dans l'air, n'est-ce pas, quand on pense de tout cela? Alors, dire que les intérêts impérialistes ne jouait aucun rôle dans la Première Guerre mondiale est une illusion, est un mythe, c'est pas vrai du tout. Alors, la Première Guerre, dans un sens, était un arrangement, une guerre entre pays impérialistes, dont quelques-uns s'étaient donc alliés et d'autres c'était des ennemis. Et en fait, l'idée, c'est de voir qui serait le plus fort, n'est-ce pas? Parce pour survivre, il faut être les forts, donc vont survivre, les autres peut-être non. La Première Guerre mondiale a apporté quelques avantages
aux pays impérialistes qui ont gagné, la France et la Grande-Bretagne, mais tout de même pas trop d'avantages, n'est-ce pas? Ils ont pu empocher quelques territoires allemands en Afrique. La Grande-Bretagne, bien sûr, a pris la Mésopotamie, très important. La France a eu le Liban, n'est-ce pas? Et la Syrie, et là, encore une fois, ça fait toujours un rôle aujourd'hui. Mais tout de même, ce n'était pas de très grands avantages. Et bien que la France et la Grande-Bretagne avaient gagné la guerre, dans un sens, ils avaient perdu. Économiquement, ils étaient perdus parce que la guerre a coûté un argent énorme. Ils ont dû emprunter de l'argent auprès des Américains et les Allemands allaient payer, n'ont pas payé, n'est-ce pas? Parlons de l'Allemagne. L'Allemagne était vaincue, mais l'Allemagne restait une très grande puissance après la Première Guerre mondiale, qui ne payera pas les réparations qu'on exigera d'eux. Alors, en fait, rien n'était décidé, n'est-ce pas? Alors, du point de vue de l'élite, je vais faire en quelques minutes. Du point de vue de l'élite, après la guerre, la mission était assez compliquée. Tout d'abord, en finir avec la révolution dans l'incarnation soviétique. Deuxièmement, arrêter ou refouler donc le territoire qu'on a perdu à propos de la démocratisation. Alors, en terminer avec la démocratie. Et décider, encore une fois, qui sera les gagnants, les vainqueurs, dans la lutte entre pays impérialistes. Et là, vous comprenez que la Deuxième Guerre mondiale, sera une histoire ambivalente. Parce que d'un point de vue, d'un sens, on voulait gagner une guerre contre d'autres pays impérialistes, dans le cas de la Grande-Bretagne et la France, encore une fois l'Allemagne. Mais d'autre part, on voulait aussi en terminer avec la révolution en Union soviétique. Et ça explique un peu cette fameuse politique d'apaisement Daladier et Chamberlain, qui en fait pensaient avoir trouvé la formule idéale, c'est-à-dire encourager l'impérialisme allemand, sous Hitler, de se tourner vers l'Union soviétique. Comme ça, il ne nous menace pas et il va détruire la révolution, le pays de la révolution. Alors, c'est un jeu dangereux. Et bien sûr, il y avait des types comme Churchill qui ne sympathisaient pas du tout avec l'Union soviétique, mais qui avaient peur que cette aventure produirait des surprises désagréables. En encourageant Hitler, on le faisait plus fort. En fait, c'est cette politique d'apaisement, quand on a offert à Hitler, à Munich par exemple, la Tchécoslovaquie, et déjà avant l'Autriche, chaque fois l'Allemagne est devenue plus grande, plus puissante, un concurrent plus dangereux. Mais on croyait nécessaire afin de lui permettre d'aller détruire l'Union soviétique, n'est-ce pas? Mais l'Union soviétique, bien sûr, Staline se rendait compte de ce jeu-là. Mais sans entrer dans les détails, vous comprenez que dans cette situation-là, la Deuxième Guerre mondiale est devenue en même temps une guerre, ou s'est révélée en même temps, une guerre entre impérialisme et en même temps aussi une guerre entre pays capitalistes et le pays de la Révolution, le pays socialiste, si vous voulez, l'Union soviétique. Ce qui est intéressant du point de vue des États-Unis, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler trop parce qu'il ne reste plus assez de temps, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas joué un grand rôle en Europe, mais la Deuxième Guerre mondiale leur a offert une opportunité, une occasion de le faire. Et en fait, c'est les États-Unis qui sont sortis de ce conflit comme les grands gagnants parmi les pays impérialistes. Je crois possible de dire que l'impérialisme américain est sorti de la Deuxième Guerre mondiale comme le premier pays impérialiste au monde grâce au fait que l'Union soviétique a vaincu le concurrent impérialiste allemand. Est-ce que vous me suivez? C'est drôle dans ce sens, c'est drôle et c'est tragique en même temps. Mais c'est encore une fois une ironie de l'histoire que dans ce combat, dans ce conflit très complexe, donc, le vainqueur qui en est sorti,
c'est l'impérialisme américain, mais ils ont pu le faire parce que leur plus grand concurrent, l'impérialisme allemand, avait été vaincu, pas seulement, mais surtout par l'Union soviétique. Et quand la guerre était terminée, du point de vue des États-Unis, la situation était parfaite. Eux étaient entre impérialistes numéro 1. Ils ont subordonné l'impérialisme allemand et le font toujours et utilisent l'impérialisme allemand pour contrôler l'Europe, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Lisez le carcan européen d'Annie Lacroix-Riss, qui est le reste de l'histoire. Mais un des problèmes du point de vue américain, c'était qu'ils avaient triomphé, ils étaient sortis en triomphe de la guerre, mais l'Union soviétique aussi. Alors du point de vue donc, de l'élite américaine, il fallait encore en finir avec le pays de la Révolution. Et tout ça, on a fait par le biais de la guerre froide. Mais ça, c'est encore un autre livre qu'il faudra écrire plus tard. Je pense que j'ai parlé assez, même trop peut-être. Alors, il faut encore un petit peu de temps pour poser des questions, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup de votre attention.